Et voici donc nos deux, nos deux invités sur ce sujet d'innovation, d'accès au logement. Bienvenue à vous, Marie-Ange Novak, présidente d'Aiguilleur Social du Logement. On va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Ça date de 2018, je crois, et vous allez nous en parler. Et Marine Cara, directrice Innovation Développement Durable. Là, on est plus clair, c'est à Action Logement. Deux initiatives très innovantes qu'on voudrait présenter avec vous pour ce congrès digital, des solutions d'IA, d'intelligence artificielle, qui sont basées sur... vraiment qualifier la donnée, bien la connaître, bien la pointer, bien la traquer et s'en servir évidemment dans des buts utiles pour chacun. On va d'ailleurs dire un mot de ce que ça peut éventuellement laisser sur la route, car vous le savez, c'est un sujet notamment auprès des populations vieillissantes, mais pas seulement. Deux expériences, donc Mobiville, que vous allez nous présenter tout de suite, et donc cet aiguilleur social du logement. Je ne sais pas qui veut commencer, mais vous dites-nous un peu ce que c'est que cet aiguilleur. Ça titille un peu ce nom. Oui, donc bonjour. Marie-Ange Novak, oui. Voilà. L'idée, c'est que lorsque les personnes recherchent un logement, de façon générale, elles sont un petit peu égarées sur les dispositifs auxquels elles peuvent être éligibles. Donc, on s'est dit, on va réfléchir sur un outil qui permettrait de faire des tests d'éligibilité et en complétant le profil d'un candidat en situation de précarité ou de difficulté d'accès au logement, on va lui permettre de savoir toutes les aides auquel il est éligible en matière d'accès au logement et on va le rapprocher également des associations de lutte contre la précarité de façon générale, mais liées à son profil. Alors c'est un petit peu du marketing social, mais c'est vrai qu'avec la data hyper qualifiée, en entrée de formulaire, ça permet d'orienter vers les bons accompagnateurs sociaux avec un outil de mise en relation. Oui, c'est très important parce que même sur le plan plus général, social, beaucoup de personnes en difficulté ne connaissent pas toujours leurs droits. Vous partez de ce constat-là, en fait. C'est ça l'idée. Et évidemment, nous n'y avons pas accès puisqu'ils ne savent même pas qu'ils peuvent y prétendre. C'est bien ça. C'est ça l'idée, mais également les accompagnateurs sociaux, on travaille en deux étapes. La première étape, c'est un logiciel métier pour les accompagnateurs sociaux, puis une application pour le grand public par la suite. Mais on a constaté également que les accompagnateurs sociaux connaissaient parfaitement leur domaine d'intervention, mais étaient parfois dépourvus quant à la réorientation des personnes qui n'étaient pas éligibles à leur dispositif. Donc en fait, cet outil permet aux accompagnateurs sociaux d'avoir la même capacité d'information, le même niveau d'information, la même capacité d'information pour enseigner des publics en situation de précarité d'accès au logement. Oui, on ne disposait pas de suffisamment de données, Marie-Ange Novak, c'est plutôt parce qu'elles n'étaient pas bien... C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas prises par le bon bout, quoi. Oui, c'est-à-dire que plus on qualifie la data, plus on sait précisément à qui on a affaire, plus on demande à notre algorithme d'aller fouiller dans notre base de données des différentes aides éligibles pour les rapprocher de la personne. Donc en fait, la data existait, mais elle était éparpillée, le millefeuille administratif, bien connu. Et effectivement, quand on hyper-qualifie un profil, très très qualifié, on est aussi capable de se rendre compte qu'il n'existe aucune aide pour cette personne. Donc, c'est aussi un outil qui permet de voir les trous dans la raquette. Donc, c'est particulièrement important pour n'oublier personne ou constater que un public bénéficie de beaucoup d'aides et un autre est totalement oublié. Innovation encore avec vous, Marine Cara. Donc, on l'a dit, avec une action que vous appelez Mobiville. On va en dire un petit peu plus. On a bien compris que ça devait vouloir favoriser la mobilité, mais c'est de mobilité à la fois professionnelle et résidentielle que vous parlez. Exactement. Merci Dominique. En fait, pour rebondir sur les propos évoqués par Marie-Ange, en effet, la donnée est vraiment pour le moment dans différents services. Et notre objectif avec Mobiville, c'est de faciliter un moment qui est difficile et qu'on a tous connu dans la vie, qui est le moment de la mobilité. Alors la mobilité résidentielle, la mobilité professionnelle sont des moments qui sont des moments un peu de fragilité. On doit chercher les informations sur un nouvel emploi, sur un nouveau logement, sur les nouvelles aides évoquées par Marie-Ange. Et il manquait un service qui puisse réunir ces différentes données, les qualifier et faciliter pour la personne qui est dans cette recherche-là ce sujet de la mobilité. Il faut savoir qu'en France, on est assez peu mobile par rapport à d'autres pays européens. Bien sûr. Et on peut comprendre parce que quand on l'a vécu, on sait que ce sont des moments difficiles.
Donc c'est pour accompagner à la fois la décision, la recherche déjà, et la décision, mais alors quelle est la méthode? Comment faites-vous? Tout à fait. Alors, si je vous raconte un peu l'histoire de ce projet, on était plusieurs opérateurs, donc Action Logement, Pôle emploi et la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On a tous des données qui peuvent... On était sur ce constat, en fait, sur ce constat de la difficulté. Sur ce constat de la difficulté de la mobilité, et on a tous des données qui permettent de travailler sur le sujet. Donc, on a réuni nos données sous forme d'un... Alors, on a appelé ça un hackathon de la donnée, un datathon, et pendant 2 jours, en réunion, ces jeux de données, on a décidé de traiter ce problème de la mobilité et de se dire qu'est-ce qui peut manquer comme outil, qu'est-ce qui faciliterait la vie des gens, des personnes qui sont candidats à la mobilité ou pas encore, pour faire germer cette idée-là, et comment nous, on peut, en tant qu'opérateurs, trouver des solutions. Donc, de cette idée, des prototypes sont nés, on les a expérimentés, et tout tournait autour d'un outil qui réunit différentes solutions de « je me projette à la fois dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, un nouveau cadre de vie, mais un nouvel emploi et un nouveau logement. » Et comment on peut faciliter ça en tenant compte du cadre de vie, parce que finalement, c'est un moteur extrêmement important. On n'est pas que sur une recherche d'emploi ou une recherche de logement, on est aussi sur une recherche d'un nouvel environnement qui correspond à ce qu'on souhaite ou à une volonté de se rapprocher de sa famille ou d'autres éléments. Sur le plan pratique, et là je m'adresse peut-être à vous deux, avec quel personnel avez-vous travaillé, avec quelles aides? Est-ce que vous avez fait appel à des aides extérieures, des gens très compétents en matière d'intelligence artificielle, ou est-ce que vous-même vous avez dû former en interne des équipes? C'est important ça, parce que ma question est plus vaste que ça. En clair, est-ce que dans les organismes on est assez équipé et pointu sur ces questions? Marie-Ange Novak. Alors, nous... Ou est-ce qu'on est en retard, on va le dire brutalement? Nous, on est une petite association, une toute petite association, oui, avec des grands projets. Donc, pour nous, effectivement, c'est très difficile, puisque on fait appel à des métiers très, très expérimentés, avec des tout petits budgets et une grande vocation. Donc, aujourd'hui, on est une dizaine à travailler sur le projet, dans différents domaines, puisque il y a du numérique, il y a du référencement de cartographie, il y a de la communication institutionnelle, il y a tout un tas de choses. Le plus difficile, ça a été effectivement de dire comment on construit l'algorithme et les tests d'éligibilité de façon à ce qu'il soit efficace et renseigne celui qui l'utilise. Bon, à partir du moment où ça a été fait, on a conçu cette sorte d'intelligence artificielle et de tests d'éligibilité. Derrière, il y a un gros travail de référencement. Parce que si personne sait qui fait quoi, nous non plus. Hein. Donc, mais on y travaille, on référence, et oui. Ça a pris beaucoup de temps, ça, par exemple? C'est une étape assez longue? On travaille par département pour référencer l'ensemble des dispositifs sur un département, parce que c'est géolocalisé. Hein. C'est pas la peine de dire à une personne, tiens, peut-être tu as droit à quelque chose à tel endroit. Non, c'est tu as droit à ça. Est-ce qu'on te met en relation avec cette personne qui a cet endroit? Oui, non, et donc on envoie. Donc c'est vraiment toutes les aides sont géolocalisées. Donc, un département, on va dire, étudier totalement un département, intégrer l'algorithme, faire les tests d'éligibilité, livrer le prototype, ajuster le prototype avec les accompagnateurs sociaux. Il ne se passe pas la même chose partout. En fait, mais non, mais il se passe des choses dans la théorie, et quand on livre, ça se passe complètement différemment. Évidemment. Ça craque. Donc, tout ça, c'est de l'ajustement. Un département, c'est entre 6 mois et 1 an de travail, en fonction de la taille du département. Et oui, enfin, les budgets, tout est compliqué, mais bon, à partir du moment où on a envie, on avance, quoi. On verra après si ce modèle est évidemment reproductif. Vous allez le proposer à d'autres. Il a vocation à. Ce modèle est reproductif sur les 100 départements déjà en France. Ouais. Vous êtes à combien actuellement là? On est à 3 départements. 3 départements qui l'utilisent et qui. Alors pas qu'ils l'utilisent, on est en train de travailler sur 3 départements et on va l'expérimenter avec les accompagnateurs sociaux sur cette fin d'année. D'accord. Et comment réagissent les accompagnateurs sociaux? Justement, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation? C'était ça le. Non. Alors les accompagnateurs sociaux, de façon générale, ont très envie. Très envie. Oui, parce qu'ils ressentent des difficultés de toute façon à repérer ce que vous avez dit, à repérer ils sont dépourvus en fait en matière de réorientation des publics non éligibles. Parce que tout le monde sait parfaitement, ça fonctionne un peu en silo, l'information, et tout le monde sait parfaitement le domaine dans lequel il intervient, comme chacun de nous, mais par contre ne connaît pas les autres domaines d'intervention, donc en fait c'est plutôt très attendu, y compris dans le repérage de publics en grande difficulté, y compris par les entreprises d'insertion, qui ont du mal à repérer en fait cette data hyper sociale en besoin et de logement et d'emploi.
Oui, même chose chez vous, Marine Carra, je parlais un peu de la capacité des uns et des autres à s'emparer d'outils aussi innovants. Tout à fait. Alors, c'est pas évident. C'est une excellente question. Qui on met autour de la table quand on parle de données, quand on gère le sujet de la data? Alors, il y a plusieurs compétences qui sont essentielles. Il y a les compétences métiers, évidemment, pour travailler sur la mobilité. Il y a des gens chez Pôle emploi, chez Action Logement et à la Fédération des agences d'urbanisme qui sont des vrais experts de la mobilité. Il y a aussi des experts data. C'est des gens qui doivent travailler ensemble. Et par ailleurs, sur le sujet de cette expérience utilisateur, à un moment, après avoir travaillé sur la data, il y a quand même vraiment la question de l'usager, du bénéficiaire de ce service. Et donc, à quel moment on interagit avec lui, à quel moment on teste. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec l'expérience Mobiville, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a prototypé, mais on a été à la rencontre du terrain, de ces usagers, pour voir si ça correspond à leurs besoins, à leurs demandes. Est-ce que le parcours est facile pour eux et être le plus inclusif possible dans la proposition du service. Et effectivement, il ne faut pas que ce soit un discours d'expert ou un discours qui soit vraiment calqué. C'est un outil à disposition le plus facile du plus grand nombre, du plus grand public, parce que c'est un service qui est ouvert à la France entière. Oui, car il y a des risques, si on peut dire, non pas qu'on s'oppose, bien entendu, à des outils plus performants, plus innovants, c'est très souhaitable au cœur des organismes comme ailleurs, mais il y a peut-être des risques. En quoi déjà est-ce qu'on crée de la valeur? Enfin, est-ce qu'on est bien dans les clous de toute la vocation des organismes? Et la deuxième question, alors là, je l'ai un peu évoqué en commençant notre échange, est-ce que on va vous suivre partout? Je veux dire, est-ce que pour l'habitant, pour l'usager, ça va changer des choses? Question Marie-Ange Novak peut-être, ou Marine Carra, répondez toutes elles sont. Vous deux, même si on n'est pas sur les mêmes expériences. Ça risque d'isoler des gens ou pas? Parce que c'est quand même un grand problème de... Non, c'est le contraire, parce qu'en fait, là, on apporte une solution d'orientation. Donc, quand quelqu'un est perdu, lorsqu'on lui propose une orientation, normalement, ça ne doit pas lui poser de problème de suivre cette orientation. Sauf s'il ne sait pas du tout utiliser l'outil. Je veux dire, ça passe par une petite formation, non? C'est juste... mais sans doute. Pas forcément. C'est aussi un des challenges. C'est notre rôle à nous, quand on a l'ambition de faire du numérique au service de l'inclusion. Ça veut dire qu'à un moment, le numérique doit être accessible. Et lisible. Donc, voilà, c'est comme ça que les plus grands réseaux sociaux qui existent ont percé. C'est justement parce que c'est très, très facile d'utilisation. Mais le très facile d'utilisation, que ce soit dans des sites comme Le Bon Coin ou Facebook, etc., c'est complexe à mettre en place. Mais c'est effectivement un enjeu d'accessibilité à la fois numérique et de l'information. Les questions, en fait, du test d'éligibilité ne doivent pas être trop compliquées. Voilà. Donc oui, l'idée c'est se servir du numérique, c'est ce qu'on appelle la data for good en fait, se servir du numérique pour faire de l'inclusion. Oui. Voilà, et effectivement, laisser quelqu'un de côté dans cette perspective-là, c'est un échec pour nous. Ce sera un échec. Ça n'est pas encore arrivé, de toute façon, vous ne l'avez pas encore. On travaille pour faire tout le contraire. Vous n'avez pas encore le recul. On travaille pour faire tout le contraire. Oui, chez vous, Marine Carra, même question, à la fois créateur de valeur, oui. Tout à fait, alors créateur de valeur... Quel risque éventuel, voilà. La création de valeur, c'est une création de valeur sociale. C'est d'abord de la facilité d'usage. Au lieu de chercher dans différents organismes et dans différents lieux la donnée, on réunit tout au même endroit. Donc une facilité d'usage, une création de valeur pour la personne qui veut se projeter justement dans cette mobilité. On réduit les échecs, parce qu'il y a aussi des échecs dans la mobilité. Une mobilité mal choisie, mal accompagnée, finalement, elle peut produire un échec et donc beaucoup de pertes de temps pour tout le monde. Et finalement, on se rend compte que cette création de valeur, nous, on la mesure. On a vraiment identifié des indicateurs de suivi qui nous permettent de voir si on est dans cette amélioration continue ou pas. Et vous avez évoqué donc la création de valeur et le risque. Le risque, ça serait d'avoir un outil uniquement digital qui ne permettent pas d'accompagner au bon moment la personne qui est dans sa trajectoire de mobilité. Et ce risque-là, on l'a évité parce que l'humain est au centre. Et on se rend compte qu'à un moment, on a vraiment besoin d'avoir une personne qui va interagir, qui va prendre le relais et qui va permettre un accompagnement individualisé. Et donc, vous l'avez bien dit, finalement, la data, ça facilite, ça accompagne, mais ça ne fait pas tout et ça ne remplace pas l'interaction et le vrai accompagnement individuel. Oui, c'est ça. Ça ne doit pas apparaître au contraire comme un substitut à l'humain, comme vous venez de le dire vous-même. Quelles sont les prochaines étapes pour l'une et pour l'autre? Enfin, on l'a dit déjà avec Marie-Ange Novak, bientôt tous les départements français seront concernés. Ça va prendre un peu de temps. C'est ça. Il faut aller vite quand même, non? Parce qu'il y a une sorte d'urgence aussi à
Il y a une urgence, moderniser les outils. Oui, et puis il y a des millions de personnes en situation de difficulté par rapport à l'accès au logement. Beaucoup de gens en attente, oui. La crise Covid a accéléré tout ça, donc la précarité évolue. Donc c'est vrai que plus on déploiera rapidement sur les départements, plus on aidera de personnes et plus on sera un outil pour les accompagnateurs sociaux. Donc effectivement, nous, l'objectif, c'est le déploiement auprès des professionnels acteurs sociaux, la recherche de financement pour continuer, parce que pour le moment, le modèle économique, il n'y a pas de modèle économique autonome, donc c'est de la subvention. Et puis, c'est une recherche aussi de parrainage avec un organisme intervenant dans le domaine, on va dire. Ah oui, ça c'est intéressant. On parrainage quoi, pour financer, pour travailler sur la cartographie, sur l'algorithme, parce que c'est un projet qu'on a envie de co-construire, un projet d'intérêt général. On n'a pas d'ego à vouloir dire on a fait ça et on veut le garder pour nous. L'idée, c'est de déployer. Par contre, voilà, on a besoin d'un soutien, d'un organisme pour valider ce qu'on est en train de faire et pour déployer le modèle. On va aller un petit peu plus loin. Comment réagissent les organismes que vous rencontrez, qui vous proposez ce modèle? Au fond, vous êtes une start-up, hein, on va dire. C'est une start-up sociale. C'est une start-up sociale. Start-up sociale, ça paraît presque un peu... Bah oui, mais non, ça existe. existe. Ça existe. Et d'ailleurs, ça s'appelle aussi, c'est un mouvement qui s'appelle la Tech for Good. Tech for Good, oui, vous l'avez dit en commençant, intéressant. Voilà, Tech for Good, la Data for Good, etc. D'accord. Les organismes... Est-ce que ça dépend de leur taille d'abord? Est-ce qu'il y a ceux qui peuvent s'emparer de cet outil assez facilement parce qu'ils ont, je ne sais pas, les métiers dédiés ou les moyens? C'est une question de moyens ou pas nécessairement? Non, c'est une question un peu plus de légitimité. C'est-à-dire que souvent on se demande comment une petite association de Limoges, qui est au milieu de la France, je le rappelle. Parfois on me demande où ça se trouve, Limoges. Donc une histoire de légitimité, comment une petite association comme ça peut avoir une ambition comme celle-ci. Se faire connaître. Voilà, donc c'est vrai que l'ambition, c'est la solidarité, l'empathie et le refus en fait de la précarité. C'est vraiment l'envie de soutenir. Et voilà, et c'est un gros projet qui parfois manque de légitimité par rapport à la petitesse de la structure qui le porte. Donc, voilà, donc raison pour laquelle on a besoin d'un parrainage. De vous appuyer et évoluer ensemble. Et encore une fois, c'est un gros enjeu parce qu'il y a beaucoup d'aides qu'il faut croiser, qui bougent. Voilà quoi. Et proposer un outil pour des accompagnateurs sociaux, c'est pas rien non plus. Quand on n'est pas accompagnateur social. Enfin, aiguilleur social du logement, donc une start-up sociale, ouais. Mais sociale. D'accès à logement. Ouais. D'accès au logement. Chez vous, Marine Caron, on n'est pas évidemment dans la même configuration, hein, mais on peut parler aussi de start-up quand même avec ce Mobiville. Et on peut tout à fait parler de start-up dans le champ de la Tech for Good ou de l'utilité sociale, puisqu'on est tous des acteurs de l'utilité sociale, Action Logement, Pôle Emploi, et puis à la Fédération des agences d'urbanisme. On est par ailleurs soutenu par Betagouv, qui est vraiment l'organe de l'État qui soutient les start-up d'État. Donc sans être tout à fait une start-up d'État, on est une start-up à impact social. Alors, même sujet, en fait, quels que soient les acteurs qui se trouvent derrière les outils. Il y a un sujet à la fois de modèle économique, création d'impact social, c'est une chose, on la mesure, on l'évalue. Pour autant, le modèle économique, il est évidemment plus difficile à trouver. Donc, nous, Action Logement et Pôle Emploi, évidemment, on subventionne, on accompagne ce type de projet qui a toujours du mal à être pérennisé parce qu'il faut toujours requalifier les données, faire évoluer l'outil, voir les différentes fonctionnalités et donc créer des développements qui coûtent cher. Tous ces métiers-là sont des métiers qui sont à haute valeur ajoutée mais qui sont aussi très coûteux. Et donc comment on arrive à équilibrer? Donc on a tous les mêmes sujets, les mêmes questions sur la pérennisation de ces Alors même question, ça peut intéresser des organismes assez puissants. Financièrement, j'entends, et même en termes de moyens humains, hein, parce que là aussi, il vous faut des personnes dédiées quand même pour vous occuper très directement de Mobiville. Ça veut dire que ça peut laisser un peu sur la touche des organismes plus petits, des bailleurs qui n'auraient pas les moyens de s'équiper de cette manière. Alors, en fait,
Là, c'est un service qu'on propose sur Mobiville pour, en dehors du champ du logement social, c'est vraiment pour tout public, sur les métiers en tension. Donc l'approche, elle dépasse en fait les organismes. Les organismes sont juste valorisés dans les aides logements qu'ils apportent. Mais effectivement, il y a toujours ce sujet de comment on arrive à pérenniser dans le temps, avoir les compétences qui vont pouvoir accompagner. Là, on a pu bénéficier d'une sorte de laboratoire qui est mis en place par Pôle emploi. Mais au-delà du temps laboratoire, comment on arrive à le prolonger, à lui donner une existence pérenne et en programmant les différents développements qui seront utiles à une utilité plus grande en fait du service pour les bénéficiaires. Mais quelles sont les pistes de financement, par exemple? Vous dites que c'est très coûteux. Alors, les aides de l'État. Les pistes de financement, les aides de l'État, en tout cas, on peut imaginer des financements européens dont on peut bénéficier à certains moments en fonction des thématiques. Donc, tout est ouvert pour le moment. Il y a une coopération entre Action Logement et Pôle emploi qui vient d'être signée, un accompagnement par ailleurs de la Fédération des agences d'urbanisme sur l'expertise. Et puis, sur les financements, step by step, pour l'instant, on est déjà on a fait ce lancement sur un premier niveau. Sur la pérennisation, c'est là où il faudra être créatif, inventif et puis être ouvert aux propositions. D'ailleurs, s'il y a des financeurs qui nous entendent, mais n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça, hein. On se réunit justement pour faire entendre toutes vos propositions. Les aides de l'État aussi, vous n'en avez pas parlé, Marie-Ange Novak, oui, vous faites appel à eux. Alors, notre financeur historique, c'est la Fondation Abbé Pierre. Qui nous soutient depuis 3 ans, parce qu'effectivement, ils se projettent dans l'utilité de l'outil au niveau des personnes qui sont en contact avec l'accueil des personnes en difficulté. On a été soutenu par notre conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais la recherche de financement est très difficile. Les appels à projets sont tous hyper orientés. En général, il y en a plein. Et en général, quand on regarde bien, on est éligible à pas grand-chose. Hyper orienté, ça veut dire ? C'est ciblé, tout est tout le temps très ciblé. Et c'est pas ce qui intéresse le plus, l'intelligence artificielle? Vous voulez dire, ça fait pas partie des domaines? Si, mais si vous voulez, quand par exemple, il y a un appel à projet sur le logement, c'est le logement dans cette catégorie de profil, vers cette catégorie de ville, etc., ouvert à des structures qui ont 6 mois de plus que celles que vous avez, avec 2 salariés de plus que ceux que vous avez, enfin, bon. On sent que vous souffrez en fait de votre petite taille. Oui, je pense que... Pas de votre isolement au centre de la France. Hein, non plus. C'est pas du tout ça, mais c'est quand pour même, tout le monde pareil. Vous avez un peu besoin de montrer, ça peut... C'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, quand on a une association qui est plus importante, on va chercher des budgets plus importants. Salariés de plus. Oui, mais on demande le staff plus important encore. Enfin, je veux dire, il faut toujours aller... Et la recherche de financement, quand on est dans le social, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Pourtant, c'est le modèle de la start-up. Hein. On n'est jamais très nombreux au départ dans une start-up. Oui, c'est ça. Et puis bon, il faut avoir peur de rien, donc voilà, on se lance. Vous n'allez pas vous décourager pour autant. Oui, et puis malgré tout, on sait que c'est un produit qui est utile, qui va être utile et au public en difficulté et aux accompagnateurs sociaux qui vont pouvoir orienter. Donc tout ça, ça a du sens, et tant que ça a du sens, on se bat, quoi. Ouais. Voilà. Les prochaines étapes pour vous, Marine Cara, où en êtes-vous là à ce stade? Alors, donc, avec Pôle emploi, on l'a dit, c'est ce partenariat, mais vous en trouverez d'autres peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est vraiment une histoire qu'on a construite ensemble avec Pôle emploi, et on a d'autres histoires à construire. Donc pour nous, c'est une étape aussi, une démonstration de l'utilité sociale et de l'utilité de mieux travailler sur nos données. Et ça, c'est un vrai sujet, se dire que finalement, on a beaucoup de bases de données qui pourraient être utiles. Donc comment on travaille mieux sur nos données internes et sur nos données avec nos partenaires sociaux. Donc on est aussi, avec nos partenaires, on est aussi sur cette idée de démonstration, de création de valeur par la donnée, mais pas uniquement, parce que vous l'avez compris, c'est aussi pour nos usagers, les bénéficiaires de nos services. Oui, en tout état de cause, la mobilité ne devrait pas cesser, enfin, ou plutôt devrait augmenter. Vous dites on est moins dans la mobilité en France qu'ailleurs, mais c'est quand même un phénomène assez prégnant, non, assez important. Tout à fait, sur lequel on a beaucoup de sollicitations, puisque on a eu cette période un petit peu difficile de crise sanitaire, des questions de réorientation professionnelle, donc beaucoup de questions qui se posent, et finalement un outil qui réunit à la fois les demandes de logement, et les offres d'emploi sur un même endroit, et les notions de cadre de vie, de qualité de vie, on voit que c'est essentiel. La qualité de vie, on a tous souffert à un moment donné des confinements un peu compliqués, et là vraiment, on sent qu'il y a une appétence, et donc comment on accompagne au mieux avec cet outil-là et avec d'autres, et on a une offre de services dédiée. Vous avez fait un appel très direct tout à l'heure, notamment sur la question du financement. Vous avez le sentiment qu'il faudrait mieux faire connaître cette initiative que vous avez prise de Mobiville? Et comment?
Oui, alors on commence à la faire connaître, effectivement. Après, il y a toujours la question de la pérennisation de ces outils. Il y a l'outil Mobiville, mais effectivement, il y en a d'autres. C'est toujours difficile, et on l'a vu sur le champ du social, de démontrer l'ensemble de la valeur sociale, l'impact social de cet outil, mais de toutes les autres missions. On travaille très directement à Action Logement sur mesurer notre impact social dans tout ce qu'on met en place comme service pour nos usagers, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés des entreprises, que ce soit les locataires aussi, ou les personnes qui travaillent en interaction avec nous. Et c'est là où vraiment on a ce travail de mieux mesurer, de mieux rendre concret, pour aussi dégager de la valeur, et que la création de valeur sociale ne s'oppose pas à la création de valeur économique. Oui, ça veut dire que Mobiville doit faire ses preuves aussi, et doit montrer son utilité et l'intérêt qu'il y a à investir, bien sûr. Les tout derniers mots, Marie-Ange Novak, quel est votre souhait là pour les mois à venir? Je crois qu'on l'a compris déjà, mieux se faire connaître. Voilà, c'est ça, se faire connaître. Alors déjà, le premier souhait, c'est qu'il y ait moins de précarité. Ça, c'est voilà, un souhait un peu général. Nous, on a besoin comme Marine, de trouver des financeurs complémentaires et d'avoir un appui de structures importantes. Voilà. Et puis, je trouve que... Donnez un exemple d'une structure importante. Pas d'appel direct, mais à qui pensez-vous? Action Logement, par exemple. Je voulais vous le faire dire. Non, mais ce que je voulais rajouter, c'est que je vous remercie pour cette invitation, parce que ne serait-ce que l'invitation, ça nous permet, nous, d'avoir un haut-parleur, on va dire, à besoin. Et c'est vrai que rien qu'ici, j'ai rencontré des personnes qui sont intéressantes et qui peuvent peut-être soutenir à l'avenir le projet. Donc, voilà, cette réunion, ce concept, ce que vous faites, l'Union sociale du logement, votre façon d'interviewer, etc. Je trouve que tout ça, non, mais je trouve que tout ça crée une émulation, un contact et quelque chose qui est positif. Donc merci. Eh bien, merci à vous deux en tout cas. Deux belles initiatives très, très innovantes, un vrai enjeu d'innovation pour l'accès au logement. Et effectivement, j'espère qu'on va profiter de cette écoute, puisque je le redis, tout est en replay sur le site, y compris d'ailleurs ce qui s'est passé à Bordeaux, où vous étiez, j'imagine, toutes les deux, où vous avez eu le temps de proposer, de présenter vos projets. Merci beaucoup.